Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Christian Nick, à Étienne Cuénan et à Max Ponseiller de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Alors, quelle médecine et quelle formation pour demain? C'est deux questions. C'est 15 minutes de présentation et c'est aussi parler après de Thierry Lavabe-Bertrand qui a fait un exposé absolument exceptionnel et que je remercie de m'avoir précédé et de me donner cette tâche de parler après toi, Thierry. Alors, j'ai l'immense privilège et la lourde responsabilité d'être la doyenne de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, avec cette nécessité, quand on est doyen d'une faculté de médecine en 2024, de faire le lien, mais aussi l'aller-retour permanent entre, pour Montpellier, 800 ans d'histoire et une ambition d'avoir une faculté de médecine qui est moderne et qui est tournée vers demain. Être doyen de la faculté de médecine, c'est avoir le privilège de pouvoir se nourrir de cette antériorité de la faculté de médecine de Montpellier avec cette naissance de la médecine qui à Montpellier est née de l'école de Salerne, elle est née également de la médecine juive, de la médecine arabe. Cette histoire qui s'inscrit dans les murs de notre bâtiment historique, qui fait partie de ce patrimoine collectif qui a été cité tout à l'heure par Michael Delafosse. Cette histoire de l'enseignement multiséculaire de la médecine qui est écrit dans nos livres, écrit dans nos archives, porté par tous les supports pédagogiques qui ont jalonné l'histoire de la faculté de médecine avec les dessins du musée Hatché qui portent des messages pédagogiques à travers nos ouvrages, mais également à travers le conservatoire d'anatomie, à travers cette façade de la faculté de médecine avec ces deux statues qui est à gauche la statue de la Péronie, c'est l'histoire de la chirurgie, et à droite, la statue de Barthez avec le vitalisme qui incarne une des formes de l'humanisme médical enseigné à Montpellier. Et tout ça, c'est important et c'est ce qui doit donner naissance et ce qui doit nourrir la construction d'une faculté de médecine en 2024. Alors la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes actuellement, c'est 3 sites d'enseignement, 2 sites montpelliérains, bien évidemment le bâtiment historique en bas à gauche, là, ce qu'on appelle la nouvelle faculté, qui s'appelle le site Arnaud de Villeneuve, qu'on doit au professeur Jacques Bringer, doyen honoraire de la faculté, que je salue ici. Et puis le site nîmois de la faculté qui a 50 ans d'âge. La faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, c'est une très grosse faculté. Nous sommes une grosse faculté dans une grande université, j'y reviendrai. On est une faculté qui est la 8e faculté de médecine de France en nombre d'étudiants. On a actuellement 13 000 étudiants à la fac, ce qui est énorme, avec à peu près 5 000 étudiants en médecine, à peu près 4 000 étudiants paramédicaux, j'y reviendrai, et 4 000 médecins en formation continue. On est une faculté, on en est super fiers, alors ça a été dit par tous les orateurs d'avant, mais on en est très fiers parce qu'on est, depuis maintenant plusieurs années, la première destination des internes au moment de leur nomination à l'internat, quand ils sont brassés au national, et on est une faculté qui rayonne au national et à l'international. Alors la question que vous m'avez posée sur quelle médecine pour demain, quelle formation pour demain, c'est évidemment 2 questions qui sont très liées. Et je vais commencer par dire quelques mots de la médecine de demain à travers la vision systémique du sujet. Le contenu de la médecine de demain a déjà été largement évoqué par Max Ponseiller avec beaucoup de brio. Et moi, je voudrais aborder les choses légèrement différemment. Et sans le vouloir, Étienne, je te paraphrase, puisque tu as dit exactement la même chose que moi. Quand on regarde notre système de santé en France, eh ben, il n'est pas si mauvais que ça. Et je pense qu'on peut être très fier d'avoir la médecine qu'on a en France actuellement. On peut être très fier parce qu'on a effectivement une médecine qui fonctionne avec, quand on regarde juste l'espérance de vie, un pays qui est très bien positionné au niveau mondial sur l'espérance de vie qu'on offre à nos concitoyens. On a une accessibilité, je parle d'accessibilité financière des soins, tu l'as dit Étienne, qui est également excellente, avec une couverture sociale qui est de très bon niveau. Mais malheureusement, on est à une période un peu de tout délanger. Alors je m'excuse pour le petit panneau par rapport aux photos du professeur Lavabe-Bertrand, c'est un mode de communication différent, mais ça révèle bien ce que je veux dire, à savoir qu'on a un système de santé qui est en danger, clairement en danger quand on pose la question, avec des questions autour de la soutenabilité en termes de ressources humaines, médicales et paramédicales, liées à tout un tas de sujets sur lesquels je vais revenir, et de la soutenabilité financière avec ce déficit abyssal de l'assurance maladie qui se creuse, et qui est lié entre autres au fait qu'on a inéluctablement un volume de soins et un coût qui sont en augmentation constante, juste parce qu'on a une médecine qui est de plus en plus efficace. Alors, l'équation qu'il va falloir résoudre et sur laquelle personne ne s'est modélisé, donc il n'y a pas de réponse en fait à la médecine de demain réellement et au système de santé de demain actuellement, et à qu'est-ce qu'il faut former comme médecin, à quel rythme, avec quel nombre et avec quels autres professionnels. Mais il y a une équation qui intègre 3 types de données.
D'abord des données liées à la médecine et à ses progrès. Donc j'ai illustré ici le sujet de l'explosion des connaissances qui double tous les 5 ans en médecine actuellement, la complexité de la technicité des soins, de l'émergence des maladies chroniques qui nécessitent des ressources et des organisations différentes, des maladies émergentes, et de cette médecine qui est tellement sophistiquée maintenant qu'on se doit d'offrir à nos concitoyens une médecine prédictive et personnalisée. Tout ça, ça a un coût humain, un coût financier. La deuxième équation, c'est bien sûr ce qu'on met en face comme professionnels et comme organisation des professionnels de santé, avec le nombre des médecins, on va y revenir, le mode et le lieu d'exercice, le rapport au travail, l'émergence des technologies du numérique et le sujet des coopérations interprofessionnelles qui sont très importantes. Et puis enfin, il y a des enjeux sociétaux, et ça, c'est pas que du soin. Sur les enjeux démographiques, je vous rappelle qu'en 2030, la courbe des décès croise la courbe des naissances en France. Donc on aura après plus de décès que de naissances, une population qui va baisser. Le sujet des inégalités sociales en matière de santé, vous savez que entre les 5% des catégories socioprofessionnelles les plus élevées et les 5% des catégories socioprofessionnelles les plus basses en termes de revenus, il y a 13 ans de différence d'espérance de vie. Donc ça, c'est un sujet santé aussi. Les inégalités territoriales, bien sûr. Et puis ça a été évoqué par l'un d'entre vous, la confusion entre le besoin et la demande. Quand on répond à une demande de soins, on ne répond pas forcément à un besoin de soins. Là, il y a aussi des mécanismes sociétaux qui sont en cause. Donc tous ces trucs-là, la fac ne peut pas agir sur tout. La fac est quand même très concernée par les 2 premiers carrés, peut-être un petit peu moins puissante sur le dernier carré. Et puis dernier sujet sur la médecine de demain, c'est de quoi on parle en fait. Quand on parle médecine, est-ce qu'on parle de soins? Est-ce qu'on parle de santé? Quelqu'un évoquait tout à l'heure la question de la santé en bonne santé. Et la santé en bonne santé, c'est seulement 20% le soin. Tout le reste, c'est autre chose. C'est la société, c'est les inégalités sociales, le mode de vie, les comportements individuels, l'environnement. Et tous ces sujets qui doivent être adressés par notre société dans sa globalité et qui peut se résumer à travers le mot « quelle prévention pour préserver notre système de santé et accompagner notre médecine de demain ?» Alors les réponses au niveau d'une faculté, ils sont multiples. J'ai choisi 5 sujets pour ne pas être trop longue. Le premier sujet, c'est que quand on est doyen d'une faculté de médecine, on sait qu'il est indispensable d'avoir une grande faculté de médecine au sein d'une grande université. C'est quelque chose qui est très important. Vous avez sur cette carte une représentation des 34 facultés de médecine de France sur le territoire. Et les raisons pour lesquelles nous devons rester adossés à des très grandes universités, c'est que nous devons prodiguer à nos étudiants en médecine, mais pas que, une formation professionnelle, mais une formation scientifique d'excellent niveau. Et le jour où on détruit ça, on détruit la médecine. Le deuxième élément dans la formation, c'est qu'on doit actuellement, quand on est doyen, on pilote une faculté qui a une responsabilité sociétale et en particulier une responsabilité territoriale. Et là, on parle des sujets qui sont les sujets qu'on appelle à tort les déserts médicaux, qui sont en fait un sujet d'inéquité d'accès aux soins en territoire. Le territoire, ça peut être le territoire éloigné de Montpellier, mais ça peut être aussi les quartiers défavorisés de Montpellier, avec cette notion que on doit donner aux étudiants une formation de qualité, on doit offrir un nombre suffisant d'étudiants à la population, je vais y revenir, mais on doit aussi avoir des professionnels au bon endroit, et ça, la faculté peut agir là-dessus. Le troisième élément, c'est que donc dans la question territoriale, la stratégie territoriale telle que nous l'adressons actuellement sur Montpellier-Nîmes, c'est de se dire qu'à partir de l'UFR, donc UFR c'est faculté, on doit créer ce qu'on appelle des antennes universitaires de territoire. Ces antennes universitaires de territoire, c'est des expansions de la faculté qu'on va projeter en territoire dans les gros centres hospitaliers généraux du territoire, en lien avec les cabinets de médecine générale, MSP, c'est Maisons de santé pluriprofessionnelles. Je salue le professeur François Carbonel qui est présent ici, qui vous en parlera tout à l'heure, pour créer une espèce d'expansion de la fac dans laquelle nous allons pouvoir projeter progressivement, et on a bien commencé à le faire en Occitanie-Est, des étudiants en médecine, internes, externes, mais également des enseignants, avec l'idée que les étudiants en médecine, là où ils se forment, un jour il reste. Et cette territorialisation de l'offre de formation, c'est un des leviers majeurs de transformation du système et d'évolution de la qualité de la prestation médicale qu'on va offrir à nos concitoyens. Ces antennes universitaires de territoire, bien évidemment, elles ne peuvent se construire qu'avec les instances qui nous pilotent. Michael Delafosse a évoqué tout à l'heure le rôle des collectivités territoriales pour accueillir nos étudiants en médecine, par exemple, le rôle de la région, le rôle des ARS. Elles se font en lien avec les petits points verts qui sont les lycées, parce qu'il y a un deuxième adage en matière de territorialisation de l'offre de formation et de répartition des médecins en territoire, qui dit que là où j'ai fait mon lycée ou mon collège, un jour je retourne. C'est-à-dire qu'on sait qu'un des déterminants importants de l'installation des médecins quand ils sont formés, c'est l'endroit où ils ont fait leurs études secondaires. Donc ces liens avec les lycées de territoire
à travers les antennes universitaires sont très importants pour inciter les étudiants, les élèves des lycées dans les villes un peu éloignées à s'engager dans des études de santé. Et puis tout ça, bien sûr. Alors sur Montpellier-Nîmes, on l'a décliné, on a créé des antennes à Perpignan, une à Béziers, une à Narbonne, et une à Mende, et une à Alès. Et tout ça, et ça c'est celle qu'on veut créer plus tard, excusez-moi. Donc il y a Bagnoles, il y a Millau, il y a Narbonne et il y a Sète. Et tout ça, ça doit se concevoir dans un ensemble. Alors moi j'aime bien le représenter sous la forme du PAC, donc là encore communication un peu différente. Donc vous avez une mêlée de rugby, ça c'est le PAC Montpellier-Rhin, c'est le PAC d'Occitanie-Est, avec cette idée que la fac de médecine elle est dans un écosystème extrêmement favorable à Montpellier-Nîmes, avec 2 très grands CHU, des antennes universités de territoire, pour aller vers une convergence de ce qu'on appelle les territoires universitaires de soins, d'enseignement et de recherche, c'est-à-dire un rayonnement territorial qui doit amener à donner à l'ensemble fac-CHU un rayonnement sur l'ensemble du territoire et donc une responsabilité collective sur ce sujet. Le troisième sujet qui, à mon sens, est de la responsabilité de la fac, c'est aussi la question du nombre de professionnels à former. Alors, le nombre de professionnels à former, il fait couler beaucoup d'encre actuellement. Vous avez ici une représentation graphique du nombre d'étudiants en médecine admis en 2e année de médecine depuis 1972. On est au creux de la vague. Moi, je suis tout en bas du creux de la vague. François, tu es un peu sur la remontée du creux de la vague. Et on est en train de voir exploser le nombre d'internes qui sont nommés par la faculté de médecine liés à l'ouverture de ce qu'on appelait le numerus clausus, qui est devenu un numerus apertus, avec un nombre de plus en plus important de médecins qui sont mis sur le marché, entre guillemets. La question, c'est jusqu'où on doit aller en termes de nombre de médecins qu'on va former. Donc moi, je pense que très clairement, il en faut plus. Mais la vraie question, elle n'est pas uniquement numéraire. Elle est également liée à ce qui a été évoqué par Max Ponseiller sur des étudiants en médecine qui doivent, quand ils deviennent professionnels, être bien dans leur vie et bien dans leur métier. Donc ils ont un rapport au travail qui n'est pas du tout le même que nous et que nos anciens. Ils doivent être au bon endroit, j'en ai déjà parlé, dans la bonne spécialité, et donc il faut forcément diriger les choix de spécialité et travailler ensemble avec les paramédicaux. Ça, c'était pour Michael. C'est les promotions d'étudiants en médecine que l'on diplôme en fin de 6e année au Jardin des Plantes tous les ans. Maintenant, ça ne rentre plus sur les photos parce qu'ils sont 400. Et qu'à l'époque, ils étaient seulement 240. Voilà, et donc l'idée, c'est comment on va gérer cette transformation pédagogique. Alors la transformation pédagogique, c'est plusieurs choses. C'est d'abord la transformation des contenus pédagogiques qu'on va délivrer à nos étudiants, en particulier en médecine. Donc là, il y a tout un tas de sujets. Les sciences fondamentales, les sciences médicales, ça fait longtemps qu'on fait. Par contre, il y a des choses qu'on fait depuis un peu moins longtemps et qui sont indispensables. C'est l'enseignement de l'éthique, qui est une priorité absolue, l'enseignement des sciences humaines et sociales. Et c'est également les sujets de santé environnementale, de santé numérique, parce qu'ils vont vivre avec la santé numérique, avec la télémédecine. Et puis, c'est des sujets de prévention qui doivent faire partir des contenus maintenant de l'enseignement de nos étudiants en médecine, qui étaient du temps d'Hippocrate, c'était écrit dans les aphorismes d'Hippocrate, on l'avait un peu oublié, et ça revient maintenant. Sur la pédagogie, il y a aussi, dans les révolutions pédagogiques, la révolution des connaissances et des compétences qu'on va leur inculquer avec leur apprendre des choses on sait faire depuis longtemps. On les bourre beaucoup de connaissances, nos étudiants en médecine, ça a un peu changé. Maintenant, on est à l'ère de l'enseignement des compétences. Les compétences, c'est le savoir-être et le savoir-faire, c'est absolument déterminant. On est aussi à l'ère où on va leur apprendre l'autonomie, leur apprendre l'esprit critique à travers la formation scientifique, leur apprendre et cultiver leur curiosité et leur apprendre à gérer des équipes, parce que beaucoup arrivent souvent dans des équipes et ont des difficultés, et leur apprendre la communication. Et puis toujours dans la révolution pédagogique, il y a les outils dont on dispose. Alors là, on est extrêmement créatif dans les facs de médecine. Ça fait très longtemps qu'on fait de la simulation. On l'a vraiment industrialisé avec actuellement 1500 mètres carrés d'espace de simulation à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. On travaille sur l'apprentissage par problème, l'apprentissage par équipe, je n'ai pas le temps de détailler. On travaille avec des outils nouveaux, des paradigmes complètement innovants, des jeux de rôle. On utilise beaucoup le numérique. On travaille avec la BD aussi, les bandes dessinées. On leur offre des BD dans lesquelles il y a des recueils de savoirs expérientiels qui sont traduits sous forme ludique, qui sont extrêmement utiles sur le plan pédagogique. On travaille sur le mime, on travaille sur la pédagogie inversée, on les fait travailler beaucoup. Et puis enfin, et c'est quelque chose d'important, et là c'est un petit clin d'œil à Jean-Michel Bruel qui est présent, sur les patients partenaires, et on a depuis une dizaine d'années des personnalités, des personnes de la société civile qui viennent comme co-enseignants dans les facultés pour nous aider à former nos étudiants à partir de leur vécu en tant que patients. Voilà, alors quelques exemples en images. Ça, c'est la simulation. Donc le sous-titre, c'est « Jamais la première fois sous un patient ». Et maintenant, je peux vous dire que c'est vrai. Avant, ce n'était pas vrai.
Ça, c'est une expérience montpelliéraine qui est très ancienne. Ça fait quasiment 19 ans que Marc Ichou, qui est le directeur général de l'ICM, avait monté ses ateliers de théâtre avec l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier, qui consiste à entraîner les étudiants à faire des annonces de mauvaises nouvelles avec des acteurs qui jouent les patients, avec, vous voyez, tout autour des observateurs qui sont les autres étudiants, un débriefing derrière pour apprendre à annoncer une maladie mortelle, un cancer ou une maladie chronique. Ça, c'est un autre élément très important, c'est ce qu'on appelle, entre nous, vous en avez forcément entendu parler, la réforme du deuxième cycle des études médicales, qui a consisté à décider que nos étudiants en médecine, en fin de 6e année, quand ils vont devenir internes, on ne les sélectionne plus uniquement sur les connaissances qu'ils ont engrangées, mais on les sélectionne sur leurs compétences. Et actuellement, 30% de leurs notes, c'est comment tu sais faire, comment tu sais être, quand on te met dans une situation de consultation mimée avec un patient partenaire, donc qui est la personne de droite, qui a appris un scénario, qui a appris à jouer le patient, l'étudiant en médecine qui joue le docteur, il a une mission, il doit mener une consultation, et derrière vous avez l'évaluateur qui évalue les compétences de l'étudiant en médecine. Et ça maintenant, c'est 30% de la note, ça change la donne, et moi je suis extrêmement fière, parce qu'en plus j'ai un rôle de pilote au national sur cette mission-là, à partir de cette année, de former des médecins qui ne sont plus formés que sur des QCM. Voilà, puis toujours en pédagogie, il y a ces sujets de comment on réfléchit sur cette médecine qui est devenue à la fois extrêmement technique, mais qui doit rester une médecine profondément humaniste. Et puis enfin, ça a été cité sur la place de l'intelligence artificielle qui va modifier nos soins, qui va modifier nos organisations, mais qui va modifier également notre enseignement et la recherche en santé. Voilà, et pour terminer, la dernière brique sur laquelle la faculté a une action, c'est le sujet de l'universitarisation des professions paramédicales. L'avenir de la médecine en France, il est coopératif. Le lien avec les paramédicaux, le partage des tâches avec les paramédicaux, c'est déterminant. Et quand on parle de déserts médicaux, on ne parle pas de la réalité. La réalité, c'est la coopération interprofessionnelle de demain. Ça, c'est une représentation schématique des 23 professions paramédicales qui existent avec leurs différents niveaux de formation. Les coopérations interprofessionnelles, elles se jouent à mon sens dans les facultés, soit avec les formations paramédicales qui sont dans les facultés, vous en avez ici 4 qui sont celles qu'on a à la faculté de médecine de Montpellier, soit avec celles qui restent enseignées dans des instituts de formation paramédicaux qui sont en territoire, mais avec lesquels on tisse des liens de plus en plus forts. Et l'enjeu de l'universitarisation des professions paramédicales, c'est d'améliorer connaissances et compétences de nos alliés paramédicaux, parce que ce sont des alliés et on doit travailler avec eux. C'est cultiver l'interprofessionnalité, et cultiver l'interprofessionnalité, c'est une mission universitaire, c'est sur les bancs de l'université qu'on forme l'interprofessionnalité de demain, avec qui je me forme, un jour je travaille. C'est promouvoir ce qu'on appelle les professions intermédiaires. Il y aura tout à l'heure une présentation sur les infirmières en pratique avancée qui doivent décharger du temps médical, travailler avec les médecins qui ne leur prendront jamais rien, mais qui vont permettre de former des équipes qui travaillent mieux. Et enfin, c'est faire émerger un corps enseignant-chercheur en sciences paramédicales. Voilà, et pour terminer, en synthèse, les pistes qui me paraissent raisonnables, parce que moi, je n'ai pas la réponse à l'équation, j'ai juste des pistes. La première, c'est redonner du sens aux professionnels. On a quand même des étudiants en médecine et des étudiants en santé actuellement qui expriment une forme de mal-être auquel nous ne pouvons qu'être attentifs. C'est redonner de la couleur aux enseignements à travers tout ce que je vous ai exprimé sur ce diaporama un peu rapide. Il faut préserver une médecine résolument humaniste. Et la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes a cette tradition humaniste d'enseignement de la médecine qu'il faut cultiver et transmettre, c'est extrêmement important. Il faut jouer sur le territoire, je l'ai largement exprimé, déconstruire les silos et cultiver l'interprofessionnalité, c'est la clé. Monter à 16 000 médecins par an en deuxième année de médecine, ça n'a pas de sens si on ne travaille pas sur l'interprofessionnalité. Il faut apprivoiser l'avenir, là c'est une petite référence à l'IA, et promouvoir le mieux plutôt que le plus, c'est les éléments organisationnels. Voilà, j'ai parlé très vite. Et pour terminer, je voulais dire que j'aime beaucoup ce fronton de la faculté de médecine où il y a 2 branches qui s'entrelacent. Il y a la branche de laurier et la branche de chêne. Alors la feuille de laurier, je vous rappelle, c'est l'excellence académique, c'est la sagesse. Et la branche de chêne, c'est la force et c'est surtout la longévité.